Bonjour à tous et à toutes. Nous allons écouter aujourd'hui Stéphane Dufoy pour la présentation de son ouvrage paru chez Anna Mosa, Décolonial. Stéphane va intervenir pendant une trentaine de minutes et ensuite je suis invitée à faire la discussion. Merci beaucoup, Christelle, de cette présentation. Merci aux personnes qui sont présentes d'être venues écouter cette présentation de l'ouvrage donc Décolonial, euh, dont je, dont je vais vous parler, on va dire, d'une façon relativement euh, détendu et relâché. Je n'ai pas une présentation qui serait très précise et très formelle. C'est surtout pour vous expliquer un petit peu quels ont pu être les attendus de la rédaction de cet ouvrage et puis quels pouvaient en être, en tout cas en ce qui me concerne, les enjeux. Alors, premièrement, peut-être une remarque à propos du titre qui peut éventuellement surprendre. Il faut savoir que cet ouvrage fait partie d'une collection chez Anna Mosa qui s'appelle Le mot est faible. Et tous les ouvrages de cette collection ont un titre qui ne consiste qu'en un seul mot. Donc le choix du mot est relativement important, mais en ce qui concerne l'ouvrage en question, finalement, Décolonial est le titre, mais cela aurait très bien pu être décolonialité. Cela aurait pu, même avec sans doute des éléments un petit peu différents, être colonialité également. Et par ailleurs, les points dont il est question dans l'ouvrage, c'est-à-dire, pour aller très vite en ce qui concerne la France, une sorte de présentation de la manière dont c'est déployé au cours des 5 dernières années, essentiellement, mais l'ouvrage revient sur une période un petit peu plus longue, dont s'est déployée une offensive anti-décoloniale, à la fois intellectuelle et politique. Mais cette offensive pourrait très bien être présentée également d'une autre façon, puisqu'elle est également une offensive contre ce qui est appelé l'islamo-gauchisme, contre ce qui est appelé le wokisme, etc. Donc il y a plusieurs éléments qui se mélangent et la peur du décolonial, la peur de la pensée décoloniale s'inscrit à l'intérieur d'une constellation plus large qui, euh, qui finalement est aujourd'hui devenue assez visible et qu'il est devenu d'autant plus que justement certains termes qui, il y a encore 5-6 ans, n'étaient que rarement utilisés, sont désormais entrés dans le vocabulaire intellectuel et politique, souvent d'ailleurs moins par l'intermédiaire des personnes qui défendent ces idées que par les personnes qui les stigmatisent. C'est, à mon avis, un des points qui est assez important, surtout si l'on considère que les personnes qui veulent stigmatiser ce que serait la pensée décoloniale vont jusqu'à la rebaptiser décolonialisme, par exemple, qui est un terme qui n'a pas de sens dans la plupart des langues, et notamment dans les deux langues où décolonial est né, à savoir l'espagnol et l'anglais, ou bien d'ailleurs wokisme, qui est exactement la même chose. Wokism n'a absolument aucun sens en anglais. La, la transformation justement de l'un à l'autre, de décolonial à décolonialisme, que l'on voit par exemple au sein dans le titre de l'Observatoire du décolonialisme qui a été créé en 2021,
a pour objectif de transformer un vocabulaire, un terme qui a un sens au sein de mouvements sociaux, qui a un sens au sein de mouvements intellectuels, voire de pensée académique, de le transformer en fait en une idéologie et de laisser entendre que ce dont il est question n'est pas un développement académique ou scientifique, mais qu'au contraire, il se signale avant tout par une idéologie, un engagement militant qui serait par définition non scientifique. C'est-à-dire que l'opposition entre entre les deux vise à créer en quelque sorte ou à revendiquer l'existence d'une bonne science et d'une mauvaise science. La bonne science étant la science neutre, axiologiquement neutre, telle qu'elle est revendiquée de plus en plus en s'appuyant sur la traduction française de la Wertfreiheit de Weber. Et que, donc ça c'est la bonne science neutre, et qu'en revanche, la science non neutre, militante, serait la mauvaise science et celle dont il faut se débarrasser. Alors pourquoi est-ce que finalement c'est, entre autres, ce terme de décolonial qui subit ce processus et cette transformation? Parce que ce terme, qui est encore une fois assez récent en français, alors il est utilisé de manière très, très dispersée au cours des décennies précédentes, mais généralement avec un sens qui n'est pas celui qu'il a aujourd'hui, mais un sens qui veut dire en fait décolonisateur ou de la décolonisation. Il a existé des partis qui se présentaient comme des partis décoloniaux, y compris dans les années 60 ou 70, mais le terme n'a pas véritablement pris en ce sens-là, et le lien, en tout cas avec la décolonisation, était tout à fait net. Mais ce qui, finalement, permet le mieux de rendre compte de l'entrée de ce terme dans le vocabulaire, c'est l'émergence, à partir de la fin des années 1990, avant tout, d'un courant d'idées qui apparaît aux États-Unis, mais qui est majoritairement composé de penseurs latino-américains, sociologues, anthropologues, philosophes, spécialistes de la communication. Et ce mouvement d'idées, qui est en fait un collectif, au sens strict du terme, c'est-à-dire un rassemblement de penseurs qui sont d'accord sur un ensemble de points, je vais y revenir très rapidement, mais qui ensuite poursuivent on va dire, leur propre carrière, leurs propres écrits, mais échangent régulièrement autour de cela. Donc c'est un ensemble qui n'est pas une école. Il n'y a pas à proprement parler d'école décoloniale, ni même d'ailleurs de théorie décoloniale. Et ces auteurs et autrices s'en défendent, justement, se défendent de mettre en avant une théorie. Mais ils sont d'accord sur certains termes ou certaines idées, dont deux, on va dire, sont les plus importantes et s'appuient sur les travaux d'auteurs latino-américains. La première idée, qui est celle qui est défendue au début des années 1990 par le sociologue péruvien Aníbal Quijano, est l'idée de ce qu'il appelle la colonialité du pouvoir, et de manière plus générale, la colonialité. Il est essentiel de passer par là pour comprendre on va dire, le sens initial, ce qui ne signifie pas le sens vrai, mais initial, de décolonial, et aussi indirectement comprendre ce qui en a été fait
en France par celles et ceux qui s'en offusquent. La colonialité, pour Quijano, c'est ce qui reste du colonialisme quand, de manière officielle, le colonialisme est censé avoir disparu. C'est une sorte de survivance, d'une manière particulière, dans des structures, de survivance du colonial, y compris quand la décolonisation politique, territoriale, a eu lieu. Ce colonial et cette colonialité sont censés être apparus, en tout cas à l'intérieur du récit qu'en font les auteurs décoloniaux, est censé être apparu à un moment particulier de l'histoire du monde, qui est en fait la fin du XVe siècle, et qui correspond à ce que, pendant très longtemps, on a appelé la découverte de l'Amérique, et qui est en fait cette rencontre entre des navigateurs européens et des populations indigènes vivant sur un territoire qui étaient appelés de différentes façons, ou les parties de ce territoire étaient appelées de différentes façons, et qui maintenant est très souvent appelé Abya Yala, pour justement le distinguer du nom qui lui a été donné par les Européens, c'est-à-dire le nom d'Amérique. Et donc cette rencontre est pensée par Quijano comme étant justement le moment où apparaît la colonialité, puisque cette colonialité, c'est à la fois la mise en place de structures de pouvoir, mais également de structures raciales, de structures de genre, de structures économiques, c'est-à-dire que l'ensemble de ce qui se mettrait en place dans la domination européenne sur les populations dites indigènes vivant en Abya Yala seraient complètement liées les unes aux autres à l'intérieur de cette entreprise, qui est une entreprise en fait d'altérisation, c'est-à-dire une entreprise visant à décrire les occupants de ces terres comme étant des personnes radicalement autres, radicalement différentes. Donc, le propre de la colonialité, c'est cela. Et comme la colonialité résiste à la décolonisation, eh bien, pour Quijano, cette colonialité est encore prégnante, non seulement dans les territoires concernés, en Amérique latine, mais également au sein des territoires, des entités qui ont été les entités colonisatrices. Il ne s'agit pas uniquement de penser la colonialité au sens des populations qui ont été colonisées, mais également au sens des populations qui ont été colonisatrices. La deuxième idée principale est elle énoncée par un philosophe argentino-mexicain, Enrique Dussel, et qui est, on va dire, dans un lien important avec Quijano, même si les deux auteurs ne se sont connus que relativement plus tard, qui est l'idée selon laquelle, justement, 1492 a été le moment de l'occultation de l'autre, qui est le titre d'un de ses ouvrages qui est paru en 1992, au moment de la célébration du 500e anniversaire, avec des guillemets, de la découverte de l'Amérique. Et donc, ce qui se joue dans la rencontre est le fait qu'une des deux parties est complètement occultée par l'autre, au sens où elle est enveloppée, déterminée par la mise en place de structures qui sont des structures de domination. Il s'ensuit que la
décolonialité, qui est au cœur de ce mouvement décolonial, la décolonialité serait la capacité à pouvoir tenter de sortir de ces structures du colonial. Cela implique beaucoup de choses sur lesquelles je n'ai pas forcément le temps d'insister énormément ici, mais cela implique un point très important, qui est que pour pouvoir accepter l'idée même de décolonialité, il faut accepter l'idée de colonialité. Ce qui implique de prendre conscience du fait que la colonialité peut exister sans la colonisation formelle. Que les deux ne sont pas obligatoirement liés, parce que la colonialité est une structure, même on pourrait dire un ensemble de structures mentales qui ont été à un moment des structures beaucoup plus dures, beaucoup plus officielles, dont on pouvait parfaitement ressentir, on va dire, la matérialité, mais qui, aujourd'hui, ne sont plus forcément inscrites à l'intérieur d'une telle matérialité, parce qu'elles sont précisément mentales, incorporées, naturalisées, mais l'incorporation de la colonialité ne la rend pas moins forte. Et on pourrait même dire, surtout pas. Parce que souvent, ce qui est le plus naturalisé est justement ce qui s'impose le plus facilement, parce qu'on saisit à peine qu'il y a justement une forme de domination. Donc la première difficulté, c'est précisément cette capacité à se rendre compte de ça, à saisir que nous sommes finalement tous et toutes prises dans cette colonialité. Ce qui implique bien évidemment une réflexivité forte pour se donner les moyens d'éventuellement en sortir. C'est une des raisons pour lesquelles, et c'est pour ça que j'aimerais aussi en partie lier cette présentation à la question de ce que j'appelle les migrations conceptuelles, la diffusion des concepts et des idées du mouvement décolonial, de la pensée décoloniale, a été relativement lente. Et dans un certain nombre de pays, notamment la France, puisque c'est de cela avant tout dont il est question dans l'ouvrage, en France, la diffusion de ces idées s'est retrouvée largement arrêtée par on va dire par un point qui constitue l'essentiel du discours néo-républicain français depuis la fin des années 1980, à savoir la question de l'universalisme républicain et de l'indivisibilité de la République. En effet, les revendications, à la fois politiques et académiques, qui sont au cœur de la pensée décoloniale, obligent à prendre en compte les discriminations dont sont victimes, en raison même de la colonialité, les autres, on va dire les radicalement autres, c'est-à-dire en particulier les personnes racisées. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être lié à d'autres personnes. Par exemple, l'idée d'un féminisme décolonial, tel qu'il a pu être développé par María Lugones, par exemple, insiste sur le fait que dans la domination masculine, il existe également une forme de colonialité. Donc, la question même on va dire, du féminisme, de la pensée féministe, peut être pensée au travers de la question des structures de la colonialité.
je n'essaie pas obligatoirement de défendre l'idée selon laquelle il faut adhérer à tout ce qui est présenté par le mouvement de pensée des colonies. Ça n'est pas du tout mon intention. Je ne défends pas ce mouvement et je n'insiste pas sur le fait qu'il faut l'embrasser complètement. En revanche, je pense que cette idée de colonialité offre un concept qui permet de penser autrement et de penser de manière efficace un certain nombre des situations qui existent en France aujourd'hui, de situations de discrimination et d'empêchement de résolution de ces discriminations. Et notamment, ce qu'indique très bien le mouvement de résistance aux idées décoloniales en France, c'est le fait de venir lier la question de l'universalisme scientifique, de l'universalisme politique républicain, qui consiste finalement à dire il y a une indivisibilité du peuple, il ne peut pas exister de communauté, toute défense des communautés, c'est du communautarisme et c'est mal, parce que cela s'oppose aux valeurs de la République. Et d'un autre côté, les deux étant de plus en plus implicitement, voire explicitement associés, l'universalisme scientifique, qui vient nous dire que la science est obligatoirement du côté de l'objectivité, du côté de la neutralité, du côté de l'universel, et que par conséquent, il ne peut exister qu'une forme de science, et que cette forme de science devrait être détachée de toute prise de position sur les valeurs et de tout engagement. C'est à ce niveau-là que la réception bien limitée en France de ces idées décoloniales est très particulière. Parce qu'en fait, l'offensive dont il est question et dont je parle depuis tout à l'heure et qui est menée par un certain nombre d'intellectuels ou d'universitaires, souvent caractérisés par le fait qu'ils sont aujourd'hui proches de la retraite ou à la retraite, et généralement ayant été impliqués au cours des décennies précédentes dans des combats qui étaient des combats pour la défense d'une laïcité très forte, par exemple, ou dans des combats pour la défense de l'identité française. Le décolonial auquel il s'oppose, ce n'est pas ce décolonial latino-américain dont j'ai parlé. Ce à quoi il s'oppose, c'est en fait à certaines idées présentes en France depuis une vingtaine d'années environ, et qui sont des idées visant à insister sur la nécessité de venir saper, renoncer en tout cas, à des formes de récit de ce qu'est la France, de ce qu'est l'identité française, de ce qu'est la République, et qui seraient des récits purement unitaires et des récits dans lesquels aucune forme de différence ne pourrait être prise en compte. Et donc, si aucune forme de différence ne peut être prise en compte, aucune forme de discrimination ne peut véritablement l'être également. Il s'avère que la montée en puissance d'un certain nombre de mouvements féministes, de mouvements académiques comme celui sur les études de genre, par exemple, a véritablement pris de plus en plus de place au cours des années 2000 et 2010. Quand je dis plus en plus de place, je ne veux pas dire que ce sont devenus des mouvements dominants, très loin de là. Mais
ce sont des mouvements qui, au sein des sciences sociales, ont commencé à occuper une place importante, au point, par exemple, qu'il existe aujourd'hui des structures, des laboratoires de recherche autour des études de genre, et qu'on en est, on va dire, de moins en moins à considérer que la question du genre est une théorie et qu'il s'agit bien d'un objet de recherche et plus d'une hypothèse comme cela pouvait être encore déclaré il y a 25 ans. Or, l'augmentation de ces idées-là, sur le genre, sur la différence, sur la manière de traiter du colonial, sur la manière de traiter de l'esclavage ou tout simplement de l'identité française, a en quelque sorte déclenché une version particulière du discours néo-républicain qui est présent depuis la fin des années 1980. Et cette version particulière, c'est celle qui consiste à dire qu'il existe en France un danger, littéralement, un danger islamo-gauchiste, un danger wokiste, un danger indigéniste, un danger décolonial, tous ces termes n'étant pas forcément complètement synonymes, mais généralement assez largement pensés ensemble. Et donc, en fait, c'est un danger qui serait un danger contre la civilisation, ni plus ni moins, un danger contre l'identité, parce que ce serait le ferment tout à la fois d'une fragmentation de la nation et d'un autre côté, d'une disparition de la bonne science, puisque le support, la défense, le soutien qu'apportent des universitaires à ces idées-là, entre guillemets, viendrait témoigner du fait qu'ils ou elles ne font plus de la science, mais font uniquement de l'activisme ou de la politique ou de l'idéologie. Donc, vous voyez qu'il y a en fait déjà, on va dire, deux acceptions qui sont très différentes. Une acception qui est une acception académique particulière, celle de ce mouvement décolonial dont j'ai parlé, et qui a une acception politique. C'est un mouvement qui est à la fois académique et politique. C'est très important, je vais revenir là-dessus pour finir. Et une acception qui est finalement une acception française, qui est le résultat de la réfraction par cet environnement néo-républicain français de l'idée décoloniale. Ce qui fait que on en parle, on utilise le même terme, mais d'un autre côté, on ne parle pas de la même chose puisqu'on est venu scinder la question académique et la question politique. Pourtant, et c'est ce que j'essaye non pas de démontrer, mais d'affirmer dans ce petit ouvrage, la notion de colonialité nous permettrait de penser radicalement différemment un certain nombre de choses qui sont devenues impensées ou qui sont tout court impensées. Par exemple, la manière dont sont constituées au sein de l'université ou de la recherche, tout simplement, de l'enseignement et de la recherche, la façon dont sont constituées nos bibliographies. Pourquoi nos bibliographies sont-elles massivement composées d'ouvrages ou d'articles qui sont écrits par des hommes, par des personnes non racisées et par des personnes qui sont, pour aller très vite, occidentales, c'est-à-dire nord-américaines ou européennes. C'est-à-dire, pourquoi y a-t-il cette exclusion d'une très grande majorité, finalement, de la population mondiale, et y compris de la population qui fait de l'enseignement et de la recherche? Et si la question que je me suis posée est avant tout sur la question de des sciences sociales, c'est-à-dire ce que je connais le moins mal,
l'idée de la décolonisation des sciences sociales devrait être un enjeu absolument central. Je ne trouve pas logique que les cours d'introduction, que ce soit des cours d'introduction à la science politique, à la sociologie, à l'anthropologie, etc., soient en fait des cours qui répandent, confirment une sorte de canon, c'est-à-dire un récit légendaire au sens de qui doit être lu, un récit légendaire sur la naissance de ces disciplines, et qui finalement se répercute jusqu'à aujourd'hui, puisqu'encore aujourd'hui, la plupart du temps, en sociologie, on ne traite rigoureusement jamais de ce qui peut exister, de ce qui peut se faire comme sociologie en Chine, au Japon, en Afrique du Sud, au Brésil, au Mexique, au Maroc, en Turquie, etc., etc., et qu'on a une vision très fermée de ce que sont les sciences sociales. Donc la proposition d'utiliser le terme de colonialité et de décolonialité vise à essayer de promouvoir des formes de décolonisation des sciences sociales. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de remplacer les sciences sociales, on va dire, canoniques d'aujourd'hui par d'autres qui viendraient d'ailleurs. Ça serait complètement stupide. Il ne s'agit pas de dire les meilleures sciences sociales existent ailleurs. Il s'agit simplement de réussir à penser autrement les liens qui existent et le fait qu'il y en a. Et donc, on peut véritablement les penser. Et pour ça, et je termine là-dessus, il me semble qu'il était important de tenter, je ne sais pas si c'est réussi, mais de tenter un ouvrage comme celui-ci qui revendique tout à la fois ma propre positionnalité, c'est-à-dire en tant que chercheur, sociologue, blanc, français, de plus de 50 ans, et qui a essayé de, non pas de gommer ces particularités-là, mais de les prendre en compte dans la mise en place d'une forme de protocole de recherche qui permettait de voir comment il était possible de les, on va dire, de les dépasser, ou en tout cas, y compris avec cette positionnalité-là, de réussir malgré tout, et ça implique un certain nombre de choses, de la collaboration, etc., de réussir malgré tout à voir comment il était possible d'avoir une vision plus large, plus inclusive, et aussi, j'espère, plus complexe. Mais pour ça, ça implique une vision de la science qui est très particulière, dans laquelle la science est engagée. Elle n'est pas neutre. Merci beaucoup. J'arrête, voilà. Merci. Merci beaucoup. On a peu de temps et Oui. j'ai vraiment apprécié un exposé très clair comme l'ouvrage l'est sur les enjeux. Et je voudrais lire à la page 92 qui est assez... qui reprend en fait ce que vous disiez à l'instant. En octobre 2018, je présentais mon travail sur l'écriture de l'histoire de la sociologie comme moyen de décoloniser cette dernière lors d'un séminaire à la School of Oriental and African Studies, SOAS de Londres. Après mon intervention, une étudiante noire me demanda si je pensais être la bonne personne pour réaliser ce travail. J'ai souvent repensé à cet épisode. Je n'ai jamais connu le nom de cette étudiante, mais sa question m'a guidée depuis ce jour. Qu'elle en soit chaleureusement remerciée. Et les réponses que j'y ai progressivement apportées m'apparaissent de plus en plus justes. Elles ne satisfont peut-être pas les personnes qui me lisent ou m'écoutent, mais elles me portent un peu plus loin. Je ne suis dépositaire d'aucune mission pour quiconque. Alors, moi, je me suis posé exactement, en lisant cette dernière page, je me suis posé exactement la même question. Qui j'étais, en fait, pour commenter ou discuter de cet ouvrage. Et en fait, à la différence, je pense, de vous, c'est que moi, je suis désormais investie d'une mission
parce que, alors là, je fais un petit peu d'autres promos pour le travail de collectif de la Remue Mouvement. J'ai été visée, bien malgré moi, par des attaques politiques très claires de la part d'un député, mais aussi de la part d'un certain nombre d'universitaires, la dernière en date étant une collègue du CNRS qui vient de publier un ouvrage intitulé Pour un anti-wokisme de gauche. Et en fait, ces attaques qui prennent la forme de tweets injurieux sur Twitter, mais aussi de refus de protection fonctionnelle quand on la demande, de demande de saisine de sections disciplinaires pour des écrits que j'ai pu produire, rend les choses de façon politiquement très tendue. Et, et là où, en fait, moi, je m'attendais à ce que quelqu'un comme... il y a beaucoup de discussions en cours autour de cette notion de décolonial et de ce que ça implique, à la fois en épistémologie, mais aussi sur la définition des sujets. Alors là, je pense en fait à Alice Elkiros, à Sylviane Larcher, Olivier Marbeuf, Malcolm Ferdinand, toutes ces personnes que moi je lis avec un vrai bonheur, parce qu'il faut dire que je suis complètement ignorante de très nombreux travaux que vous connaissez bien, Stéphane, à la fois d'Amérique latine, mais aussi au sein des sciences sociales nord-américaines, les travaux du Black Feminism, par exemple, etc. Je me suis dit qu'en fait, il y avait quelque chose qui était en train de se jouer en France qui permettait aussi de reposer la question posée par le terme décolonial un peu différemment. Alors moi, j'y ai répondu dans un sens à cette question en écrivant en 2021 un petit texte en disant que le fait que ce terme apparaisse dans le vocabulaire général montre que, en fait, l'essentiel est gagné. Après, ça ne veut pas dire que ces temps-ci, ce n'est pas difficile, mais les questions portant sur les discriminations racistes, les discriminations féministes au sein de nos disciplines et qui sont portées même par l'État. Là, hier, il y avait encore le terme de décivilisation qui était utilisé par le chef de l'État comme une sorte de hapeau, on appellerait ça hapeau à facho, de dog whistle. Tout ça fait que j'avais envie de vous poser 3 questions et je vais être aussi bref que possible, à savoir, est-ce que vous pourriez répondre désormais un peu différemment avec les quelques mois qui viennent de passer à la question de l'étudiante de la SOAS? Ensuite, est-ce que la question de la chronologie que vous proposez pour une sorte de pensée, je dirais peut-être, ou un débat, une conversation nord-américaine, ne prend pas une racine plus nette en France par des travaux qui ont été largement occultés, mais qui sont au cœur de la réflexion décoloniale, à la fois épistémologique et aussi évidemment politique, à savoir les travaux d'Albert Memmi, de Frantz Fanon, et donc qui se sont joués autour des mouvements de décolonisation français. Ensuite, et là je voudrais m'appuyer un peu sur cet ouvrage extraordinaire que je conseille à tout le monde, qui a été traduit récemment, qui s'appelle « La décolonisation n'est pas une métaphore ». Je me suis posé la question de l'espace. Est-ce qu'il n'y aurait pas déjà au sein des frontières françaises quelque chose à travailler du côté de l'hégémonie coloniale ou la colonialité universitaire entre les anciennes colonies et nous, et la métropole et Paris, et qui fabrique de la science aujourd'hui et qui reste largement à penser, et que utiliser en fait les travaux d'Asie, d'Afrique, d'Amérique permet aussi d'invisibiliser et d'occulter. Ça, c'était la deuxième question. Et la troisième question, est-ce qu'il n'y a pas en plus, en
en profondeur à penser aussi la question de la colonialité de la science en tant que pratique coloniale capitaliste, qui se traduit par l'accumulation de ressources dans des espaces centraux. Alors, pour en donner qu'un exemple, les collections naturalistes ou les bibliothèques ou encore les grandes entreprises capitalistes de publication, et ou même l'accaparement biologique, en fait, par les chercheurs européens au moment du colonial, qui permet encore aujourd'hui de faire de la science, et qu'il n'y a pas aussi là quelque chose à travailler en profondeur d'un point de vue épistémologique. Voilà, j'espère que j'ai été à peu près claire, et je vous remercie. Merci beaucoup Christelle. Je ne suis pas certain de pouvoir répondre, En si 10 je minutes. vais le faire, mais je ne suis pas certain de pouvoir, on va dire, répondre d'une façon qui soit catégorique. Et pour plusieurs raisons. Je vais peut-être commencer par la question posée finalement sur le rapport au colonial français, c'est-à-dire notamment aux Antilles, mais pas uniquement les Antilles. On peut bien évidemment penser à tous les territoires français et qui sont également largement inscrits à l'intérieur d'une périphérie, tout en étant revendiqués comme faisant partie du tout. C'est la phrase de Césaire, hein, c'est-à-dire celle de ne pas être, comment c'était, c'est pas celle d'être des citoyens. Comment il parlait? C'était d'être entièrement à part. Enfin, je me souviens plus exactement de la citation, mais où il expliquait que les citoyens antillais finalement avaient la particularité d'être des citoyens qui étaient entièrement à part. Et je pense que cette idée-là reste effectivement encore, parce que la question de l'hégémonie et la question de la colonialité, les deux termes n'étant pas complètement similaires, mais ayant des choses à se dire, bien évidemment, elles se posent de manière fractale. C'est-à-dire il faut penser ces questions de domination et de subalternité et de colonialité. Il faut les penser toujours en précisant autant que possible l'espace dont il est question, et vous avez tout à fait raison, il y a une dimension spatiale qui n'est pas forcément géographique. C'est pour ça que j'utilise ici spatiale, c'est-à-dire qu'il y a, pour aller vite, il y a de la périphérie, y compris au sein du ou des centres, et il existe également des formes de centralité au sein des différentes périphéries. Donc, il est nécessaire de ne pas penser, je ne pense pas que ce soit des termes, contrairement à ce qu'on dit parfois, qui appellent une binarité complète. Je pense que déjà, ce sont des concepts, avant tout, qui visent à tenter de comprendre quelque chose qui existe, mais qui est également un processus. C'est-à-dire que ça n'est jamais complètement figé, et que par ailleurs, il y a ces dimensions-là se retrouvent à différents niveaux spatiaux. Donc, ce que vous dites, par exemple, sur la nécessité, là aussi, de décoloniser au sein de l'université, alors au sens général, hein, au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche, de décoloniser également la place des Antilles ou des colonies françaises à l'intérieur de ce que l'on apprend, à l'intérieur de ce que l'on transmet, je suis totalement d'accord avec vous. C'est une évidence. Je ne sais pas si le fait de vouloir comment dire, introduire des pensées qui viennent d'Amérique latine, qui viennent d'Afrique subsaharienne, du monde arabe, d'Asie ou d'Europe centrale et orientale, empêche ça. J'espère que non.
j'espère vraiment que ça n'est pas le cas. Il est vrai que pour des raisons qui tiennent en fait essentiellement, je pense, à la manière dont s'est construit ce projet, il est vrai qu'il a été beaucoup plus envisagé à, à l'intérieur d'une conception géopolitique mondiale. Je ne le nie pas, c'est vrai, qu'à l'intérieur d'une logique, on va dire, française, qui, elle aussi, encore une fois, reproduit cette question de centre et de périphérie. Je dirais, je ne sais pas si c'est un bon moyen de se défendre ou d'assumer, mais je dirais qu'on ne peut pas tout faire non plus. Voilà, il y a un moment, il n'est pas facile de tout prendre en charge. Mais bien évidemment, enfin, je soutiendrai n'importe quelle initiative qui irait dans ce sens-là. Un de mes doctorants actuels, par exemple, travaille sur les naissances de l'anthropologie en Haïti. Donc, pour essayer de saisir quelle a pu être la théorie sociale ou la pensée sociale en Haïti au cours du 19e siècle. Donc oui, ce sont des choses qui m'intéressent bien évidemment, euh, mais sur lesquelles je dois reconnaître, et vous avez mis le point sur quelque chose qui touche tout à fait juste, sur lesquelles je ne me suis pas forcément concentré le plus, et je tiens ça, pas désormais, parce que c'était déjà le cas et que Malcolm Ferdinand me l'avait déjà fait remarquer. Donc, je le tiens je l'ai dans un coin de ma tête, bien évidemment. Ce qui est frappant, c'est que, par exemple, sur les cas de Fanon et Mémy, dont, si j'ai bien compris la question, dont vous dites qu'en gros, c'est aussi, je ne l'ai peut-être pas bien compris, hein, comprise, mais qu'ils sont aussi finalement également des sortes d'ancêtres de la pensée décoloniale. Je pense qu'il y a là en fait une reconstruction assez large qui est faite y compris par les auteurs et autrices décoloniaux. Je ne pense pas que ça soit la même chose pour le coup. Je pense qu'avec avec Fanon et Mémy, on a affaire à une pensée qui est anti-coloniale et qu'elle n'est pas décoloniale. Et ce n'est pas grave. C'est-à-dire que le but n'est pas de mettre tout le monde à l'intérieur du même sac. Un terme comme décolonial n'existe pas au moment où ils écrivent. Je ne sais pas s'il y a un énorme intérêt à ensuite venir les récupérer pour les mettre à l'intérieur. Je ne suis pas certain complètement de ça. Je pense qu'il y a beaucoup plus une forme de stratégie et encore chez finalement assez peu d'auteurs décoloniaux, je pense surtout à Ramon Grossfogel, de produire une généalogie un petit peu plus longue. Le problème, c'est que si on fait ça, on va tenter de trouver des auteurs décoloniaux partout et en quelque sorte ne plus saisir quelle est la particularité du moment, je parle du moment académique et politique du décolonial. Mais c'est bien évidemment tout à fait discutable. La colonialité de la science comme pratique capitaliste, oui, bien évidemment. Et ça se voit notamment, par exemple, d'une façon très, très claire, je vais essayer d'être très, très court là-dessus. J'ai essayé de publier depuis maintenant 7 ans l'ouvrage de Rewin Connell sur la théorie du Sud. Il a été refusé par 12 éditeurs, alors même que je proposais une traduction gratuite. 12 éditeurs. Donc, et effectivement, ce qui ressortait à chaque fois, c'était on ne va pas le vendre. Ça ne va intéresser personne, ce qui est une autre idée déjà, mais en tout cas, on ne va pas le vendre parce qu'elle n'est pas connue pour ça. Donc, Amsterdam avait publié le bouquin sur les masculinités. Mais quand j'en ai parlé à Amsterdam de publier la théorie du Sud, ils m'ont dit « Ah ouais, mais non, ça ne se vendra pas. » ça. Bon. Finalement, c'est les éditions de l'EHESS qui l'ont pris et normalement, cela devrait paraître l'an prochain. Donc, effectivement, cette question
on va dire, oui, du capitalisme, cette question également de l'économie de l'édition est fondamentale à comprendre parce qu'elle va dans le sens de la reproduction du canon et de l'hégémonie épistémique aux dépens des nouveautés. Et d'ailleurs, on pourrait très bien se poser la question, par exemple, quand on pense à la question du féminisme, il est très frappant que la plupart du temps, ce que l'on vient traduire, ce que l'on traduit en France, ce sont des pensées féministes qui viennent des États-Unis et pas qui viennent d'ailleurs, alors qu'il y en a. Parce que là aussi, il y a, je pense, une sorte de canal plus évident, plus naturel, plus inscrit à l'intérieur d'une histoire particulière, qui fait que malgré tout, les réseaux sont très souvent des réseaux, on va dire, nord-nord, pour aller vite, et qu'il est beaucoup plus difficile, même s'il y a des gens qui, bien évidemment, connaissent d'autres auteurs, et les noms que vous citez, Lissel Quiroz, on pourrait citer Philippe Collin, Claude Rougier-Bourguignon, etc., sont des auteurs qui, bien évidemment, sont également des traducteurs et peinent très souvent à obtenir des contrats pour leurs travaux. Alors, est-ce qu'il est possible de répondre mieux ou en tout cas plus complètement, ou est-ce que je suis plus au clair avec cette question qui m'avait été posée? Je pense que oui, mais je vais dire d'une manière assez paradoxale. Alors, ne me sautez pas dessus, Christelle. Cette manière paradoxale, pour moi, est devenue la suivante. C'est que je pense que désormais, j'ai, à mon avis, tellement intégré la positionnalité qui est la mienne, que je dirais qu'elle fait partie de ce que je fais et que par conséquent, elle ne me dérange plus. Quand je dis qu'elle ne me dérange plus, ça ne veut pas dire qu'elle n'est plus présente. Ça veut dire alors qu'elle pouvait m'empêcher de faire un certain nombre de choses, ça n'est désormais plus le cas. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte, au cours des multiples rencontres qui ont pu avoir lieu dans la mise en place de ces différents projets, dont Décolonial n'est qu'un petit bout, je me suis rendu compte qu'en fait, la plupart du temps, les gens qui me reprochaient, et ça a été fait plein de fois, qui me reprochaient de ne pas être la bonne personne pour faire ça, et quand je leur disais: «D'accord, mais alors vous, qu'est-ce que vous faites?» Logique. Et je me rendais compte que la plupart du temps, ce qui était fait de leur côté était certes une forme de réaction contre-hégémonique, effectivement, mais que cette réaction contre-hégémonique, la plupart du temps, était très spatialement cantonnée. C'est-à-dire que, par exemple, les auteurs latino-américains et autrices, bien évidemment, latino-américaines qui vont tenter de dénoncer, de contrer l'eurocentrisme en proposant autre chose, ont pratiquement toutes et tous une particularité, c'est d'ignorer complètement ce qui se fait dans le monde arabe, ce qui se fait en Afrique subsaharienne, ce qui se fait en Asie, et réciproquement. C'est-à-dire qu'on a affaire, bizarrement, à des formes on ne va pas dire d'enfermement, mais à des formes de défense qui sont des défenses parfois nationales, parfois continentales, de ce que doit être la réaction à l'eurocentrisme, et que j'ai l'impression, mais peut-être que c'est du coup soit complètement faux, soit au contraire très prétentieux, j'ai l'impression que la position qui est la mienne me permet à la fois de prendre en compte ce qui se passe dans ces différents endroits, dans ces différents textes, dans ces différents collectifs, mais aussi potentiellement de penser les liens ou les non-liens qui existent entre eux à une échelle plus globale. Ça ne signifie pas qu'il
que je suis le seul à pouvoir le faire, bien évidemment, non. Et j'ai réuni à plusieurs reprises des sociologues ou des spécialistes de sciences sociales venant de différentes parties du monde, dans des colloques, dans des séminaires, dans des choses comme ça, pour justement essayer de comprendre un petit peu plus à la fois cette diversité, parce qu'il y a une diversité et qu'elle est capitale à prendre en compte, mais également cette aspiration qui n'est pas toujours très explicitement présente, mais qui, là, pouvait l'être beaucoup plus, cette aspiration à une forme d'universalité différente. C'est-à-dire, il y a une croyance dans le fait que les spécialistes de sciences sociales doivent pouvoir se parler les uns aux autres, comment dire, y compris malgré leurs différences, et qu'il y a des moyens, sans doute, de pouvoir, à l'avenir, construire des concepts qui seraient des concepts plus inclusifs et qui permettraient justement de tenir à la fois cette diversité et cette aspiration, non pas à l'unité, mais à un universel pluriel, pour aller vite. Il y a une question qui vient d'arriver dans le question-réponse. Je ne sais pas si je vais la lire. Bonjour, je ne suis ni sociologue ni spécialiste de la question. Mais comment fait-on pour converger les mouvements de la pensée décoloniale vers l'idéal de l'universalisme républicain, entendu comme un idéal partagé et internationaliste, et non comme un ensemble de structures prescriptives pour contrer politiquement le discours néo-républicain? À vous de répondre. Si je comprends bien la question, je ne pense pas qu'il s'agisse justement de faire converger. Parce que je ne vois pas quel type de convergence il peut y avoir. L'universalisme républicain dont on parle ici est une version du républicanisme. Ça n'est pas la seule version possible du républicanisme. On peut tout à fait être républicain sans être néo-républicain, c'est-à-dire sans être inscrit à l'intérieur de la défense, une sorte d'exceptionnalisme français, parce que c'est bien de cela dont il est question, ni dans la défense d'une visée complètement universelle. Je crois qu'il est totalement envisageable de faire discuter, déjà dans un premier temps, c'est-à-dire au sens académique du débat, non pas de la polémique nécessairement, mais du débat. Il est tout à fait possible de faire discuter les idées qui sont présentées par les auteurs et autrices décoloniales, mais également d'autres idées. Ce ne sont pas les seules qui existent, hein. Il y en a d'autres. Il y a d'autres revendications de justice épistémique qui existent dans différents pays et qu'il serait important de discuter parce que c'est un préalable pour justement tenter de repenser l'universel. L'universalisme dans lequel on est et qu'on essaie de nous obliger à respecter est un faux universalisme. C'est un universalisme qui est en fait un universalisme dominateur. Ce n'est pas un universalisme inclusif du tout. L'indivisibilité ne peut pas être de l'inclusivité, pratiquement par définition. Donc je pense qu'il ne s'agit pas de faire converger, il s'agit surtout de réussir, et c'est compliqué, et je pense que un certain nombre des personnes qu'on a citées, mais également les travaux que fait Christelle, par exemple, que ce soit sur je pense à vos deux articles sur sur l'islamo-gauchisme, enfin sur comment dire, les attaques contre l'islamo-gauchisme qui ont été publiées récemment dans la revue Mouvement,
et qui montre très bien aussi quelles sont les formes historiques de cette offensive. Cette offensive est difficile à contrer pour une raison simple, c'est que celles et ceux qui en sont les tenants occupent des places et des positions qui sont des positions souvent dominantes au sein de l'académie, au sein du monde intellectuel, au sein du monde politique et au sein du monde médiatique. Et il est très compliqué de lutter contre ça. Donc, c'est d'ailleurs un des points qui est assez paradoxal, c'est qu'on est, alors c'est un on très inclusif, on ne pense pas tous non plus de la même façon, mais celles et ceux qui essayent justement d'apporter de nouvelles idées, de nouveaux concepts pour débattre de ces questions, on est à la fois considéré comme étant un danger, comme ayant complètement infiltré l'université et la recherche, alors que finalement, il est extraordinairement compliqué de faire bouger les choses dans l'université, qu'il est extraordinairement compliqué de publier alors des pétitions, encore ça peut aller, mais de publier des papiers dans des journaux comme Le Monde, Libération, etc., ou un certain nombre de magazines. C'est-à-dire que les places, elles sont quand même… il y a un mainstream qui est très important, et ce mainstream, il n'est pas du tout… alors, je ne sais même plus comment il faut le dire, mais en tout cas, il n'est pas du tout occupé, soutenu par les personnes qui voudraient voir changer les choses. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est également une opposition entre celles et ceux qui souhaitent voir bouger les choses en termes de réflexion et celles et ceux qui s'attachent à des formes beaucoup plus anciennes, beaucoup plus ancrées, beaucoup plus nationales également, de ce qu'est l'identité et de la manière dont on peut en débattre. Et j'insiste là-dessus, je pense que c'est le mot débat qui est le plus important. Quand je disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas forcément, en tout cas que je ne peux parler que pour moi-même, que je ne défends pas le fait d'embrasser telle ou telle chose, c'est parce que pour moi, il faut déjà pouvoir en parler. Et pour pouvoir en parler, il faut déjà les connaître et donc les rendre accessibles. Alors, la gauche est-elle capable de contrer cette offensive? En a-t-elle les moyens? Eh bien, je n'en suis pas si sûr. En tout cas, la gauche telle qu'elle existe actuellement, c'est très compliqué. Parce que, notamment, regardez la place qu'occupe encore, par exemple, toute la vision souverainiste et républicaine au sein de la gauche actuelle. C'est très compliqué du coup de voir ce qu'il est possible de faire. C'est justement pour ça, vous avez raison de poser cette question, mais je pense que c'est très compliqué. Les positions de LFI, par exemple, sont des positions souverainistes, sont des positions républicanistes qui ne permettent pas de penser cette question. Et là, on est vraiment face à un problème politique parce que dans les faits, il y a quand même un relatif consensus politique autour du fait que le communautarisme, c'est mal, autour du fait que le décolonial, c'est pas bien, etc., etc. Et qu'il n'y a pas beaucoup, je ne sais pas ce que vous en pensez, Christelle, mais qu'il n'y a pas beaucoup de soutien politique à ces idées-là et à l'inclusion de ces questions. Je vais répondre vite fait puisqu'on a plus de temps, mais non seulement il n'y a pas beaucoup de soutien, mais il y a surtout un soutien très massif de la part des gens qui sont au pouvoir, à savoir Emmanuel Macron et ses discours qu'il tient depuis avant sa réélection et jusqu'à encore aujourd'hui, qui est de faire monter les idées de décivilisation, donc là, déjà, d'un point de vue médiatico-politique, la scène n'est pas du tout celle des universitaires, mais il a quand même accusé aussi les universitaires de diviser la République. Donc la question, c'est est-ce que le pouvoir des partis peut faire quelque chose? Là, il me semble qu'il y a un travail déjà à faire chez nous.
universitaire sur notre travail, notre espace de travail et comment la question de l'égalité et du refus des discriminations s'opère tant dans le recrutement, les postes, c'est quand même critique. Donc, comment il est possible aujourd'hui qu'on ait des sex ratios dans certaines disciplines qui sont toujours à 10%, voire qui vont tomber encore plus bas, notamment en maths, parce qu'il n'y a plus la génération des Sévriennes pour tenir un peu le cap. Donc, la question n'est pas simple. Elle va être la réponse, si jamais elle a lieu, elle va être très longue. Mais là, on va d'abord se confronter à des formes très violentes contre les universitaires, contre l'école, ça a déjà commencé, et puis et contre les mouvements civiques. Là. Voilà. Donc, je ne voulais pas terminer sur une note négative, mais quand même, c'est assez profond. Oui. Si je peux juste ajouter un tout petit point, ça va être très court. Désolé Nina, je m'arrête, je suis trop bavard. Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Christelle, mais oui, il y a une responsabilité très très forte de ces discours très entendus, bien évidemment, qui sont ceux de la présidence, du gouvernement, etc. Mais je pense aussi qu'il y a des formes de consensus qui existent entre les différents partis autour d'un certain nombre de termes, et notamment, je pense au terme de séparatisme. Quand il y a eu la discussion de la loi sur les séparatismes, on voyait très bien que finalement, tout le monde pouvait, pratiquement chaque parti pouvait se retrouver autour de cette idée de séparatisme qui permettait de relier, de ne pas nommer directement et malgré tout d'être plus ou moins d'accord sur le fait qu'il fallait faire quelque chose. Et même dans la discussion sur les valeurs de la République, là aussi, c'était un moyen de ne pas complètement nommer ces valeurs, tout en disant qu'il y en avait et que c'était important, et il y avait possibilité d'arriver à des formes de consensus. Pas forcément d'unanimité, mais de consensus.